Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous et merci de nous suivre pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de solutions à la pollution du plastique. Nous verrons cela avec en première partie d'émission Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, que nous retrouverons également dans notre débat RSE pour trouver des alternatives au plastique à usage unique. Elle sera avec Jean-Pierre Akoutz, qui est directeur commercial chez TIPA. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du concours Jeunes Reporters pour l'environnement qui sensibilise aux objectifs de développement durable. Et nous terminerons avec Benoît Deloporte, qui est cofondateur de la start-up Ma Garantie 5 ans pour parler électroménager durable. Mais tout de suite, place aux news, Eva. Oui, et on commence avec la bourse. Elle aussi entame sa transition verte. Euronext, qui gère le CAC 40, lance un nouvel indice boursier, l'ESG 80, ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il regroupera 80 grandes entreprises européennes engagées dans la transition bas carbone et dotées de solides performances sociales. Il est composé notamment d'entreprises françaises comme Air Liquide, Danone, Carrefour, Legrand, Michelin ou Valeo. Euronext salue les décisions européennes pour relancer l'activité, notamment avec le pacte vert. Mais la place boursière peut, elle aussi, dit-elle, jouer un rôle central dans la transition écologique. Schneider Electric s'engage dans le Green Deal. À ses côtés, 11 CEO de grandes entreprises européennes comme Volkswagen ou SAP ont écrit une lettre ouverte au président de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil européen. Dans cette lettre, tous s'engagent à soutenir le Green Deal européen. Ils s'engagent à mener une politique bas carbone et font des propositions aux institutions pour les aider à aller plus loin. Un pas de plus vers la transition écologique donc pour des entreprises qui réalisent 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on termine avec ce chiffre, 44%. Les ventes de pesticides ont reculé de 44% en 2019 en France. Après l'envolée de 2018, les ventes de pesticides ont nettement reculé, ont signalé mardi les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique. Ce recul s'inscrit dans le 3e plan de réduction des pesticides, Ecophyto 2+, qui vise la réduction de moitié de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques d'ici à 2025 et la sortie du glyphosate pour une majorité des usages d'ici à fin 2020. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Solutions contre la pollution plastique. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation de l'association No Plastic in My Sea ? Tout à fait, avec plaisir. Donc l'association No Plastic in My Sea, c'est une association qui lutte contre la pollution plastique. La première motivation, c'est la pollution plastique en mer, mais en fait, la pollution est beaucoup plus large et présente dans beaucoup plus de milieux. Donc globalement, voilà, on lutte contre la pollution plastique avec une approche qui est de lutter contre l'origine de la pollution plastique et finalement se poser la question de notre consommation de plastique et de la production de plastique qui ne fait qu'augmenter et de trouver des solutions. Donc l'objectif, là, c'est aussi de faire un état des lieux avec vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2020 avec cette pollution plastique? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on avance? On avance, la pollution elle avance. Après on est plutôt du coup dans un recul en termes environnementaux et même sanitaires. La pollution plastique en fait elle est documentée depuis je dirais 3 décennies à peu près avec des navigateurs qui l'ont identifiée au niveau du Pacifique, c'est ce qu'on a appelé le 7e continent. Et en fait au fur et à mesure la science a réussi du coup à identifier et caractériser cette pollution et en fait elle a plusieurs formes. Elle a une forme qui est visible, c'est la forme qu'on appelle de macro-déchets. Donc en fait, on va voir des déchets dans l'eau et on en voit tous aussi sur le bord des routes, sur le bord des plages ou dans les rivières. Donc ça, c'est la pollution qui est visible. Alors, je reviendrai après sur la durée de vie du plastique, mais voilà, il y a cette pollution de macro-déchets.
Et après, il y a une autre pollution qui est du coup liée à la dégradation du plastique. C'est une matière qui se dégrade très lentement, qui met plus de 400 ans à se dégrader, mais elle se dégrade quand même du coup en microplastique relativement rapidement. Et donc du coup s'ajoutent aux macrodéchets les microdéchets plastiques qui sont liés à la dégradation des déchets plastiques. Et ensuite, il y a une autre phase de dégradation qui nous amène à des nanoplastiques, donc là qui sont à une échelle très petite, mais qui restent présents dans l'environnement et qui du coup peuvent ensuite circuler encore plus que les macrodéchets, puisqu'ils vont circuler aussi dans l'air, ils vont circuler aussi dans l'eau douce. Voilà, on va les retrouver vraiment à plein d'endroits différents. Et pendant des années. Pendant des centaines d'années, en fait. Oui, justement, parlons plus précisément des conséquences de la pollution du plastique dans l'environnement. Alors, il y a plein de conséquences différentes. Il y a une conséquence sur la faune, puisque quand on est sur des macrodéchets, du coup, on va avoir des animaux qui vont s'enchevêtrer, par exemple, dans soit des filets de pêche, parce que c'est aussi du plastique, soit des déchets plastiques. Donc, il y a l'enchevêtrement sur les animaux. Il y a aussi ces cas où, je pense que vous avez vu ces images, des pailles qu'on retrouvait dans les narines de tortues. Donc, les animaux se blessent. Après, il y a toute une partie qui est de l'ingestion, c'est-à-dire que les animaux, en fait, du coup, confondent les petits déchets plastiques qu'ils voient ou des sacs plastiques. Les tortues, par exemple, mangent les sacs plastiques parce qu'elles les confondent avec des méduses. Donc, il y a toute une partie d'ingestion par la faune des déchets plastiques, avec du coup des conséquences de douleurs digestives, mais également aussi d'illusions sur le fait qu'ils sont rassasiés et du coup de non-alimentation. Voilà. Et on sait que, par exemple, de manière assez surprenante, les oiseaux, et notamment les albatros, en fait, mangeaient des petits déchets colorés en plastique en les confondant avec d'autres types de petits animaux marins. Et on retrouvait, il y avait des images d'oiseaux morts, leur ventre était rempli quand on faisait une dissection, rempli de petits déchets plastiques de toutes les couleurs. Donc voilà, il y a un gros impact sur la faune. Après, du coup, il y a aussi un autre impact qui est que les microplastiques rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup de plastique aussi, de microplastiques dans les crustacés. Donc ça, c'est pour du coup la partie animaux marins. Après, les microplastiques et nanoplastiques qu'on retrouve dans l'air, du coup, on va les retrouver aussi, par exemple, dans la bière, dans le sel marin. Enfin voilà, on en retrouve dans énormément d'aliments aujourd'hui. Donc l'impact, il est oui environnemental et sanitaire aussi. Il est également sanitaire. De différentes manières. Il est sanitaire parce qu'il y a le plastique sous différentes formes qu'on va avaler. Le WWF a sorti une étude l'année dernière qui dit qu'en fait, on avalerait, nous humains, à peu près 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Donc l'image est forte, parce que tout d'un coup, on regarde notre carte et on se dit... par semaine, ouais. C'est ça que j'avale par semaine, complètement à mon insu. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Alors d'autant plus que si on est sur les impacts sanitaires, le plastique, alors c'est plein de matériaux différents, mais ce sont des matériaux où il y a beaucoup d'additifs chimiques. Et du coup, alors certains d'ailleurs étant des perturbateurs endocriniens, donc dans certains pays, il y a des perturbateurs endocriniens interdits, mais ils ne le sont pas forcément tous. Et pendant longtemps, ils ne l'ont pas été. Donc voilà, il y a aussi aussi tous ces additifs qui sont dans le plastique. Au final, comme on est envahi de plastique dans ce qu'on respire aussi, puisqu'il y a des microplastiques dans l'air, dans ce qu'on avale. Mais ça, on ne le sait pas trop dans non, l'air. Non. Les gens ne savent pas qu'on peut respirer du plastique aussi. Non, on ne le sait pas. Et c'est vrai aussi que c'est lié aux matériaux, par exemple, qu'on a dans nos appartements et à la faible aération. Donc, il peut y en avoir aussi des microbilles de plastique dans la peinture. Il y en a dans les couettes. En fait, il faut savoir aussi que les tissus, tous les tissus qu'on utilise, à 80%, c'est du plastique, c'est du synthétique. Aujourd'hui, on a maximum 20% de matière naturelle dans nos tissus. Alors, quelles sont les solutions, du coup, pour remédier à tout ça, ce tableau assez noir? Vous parliez des origines. En fait, il faut revenir au début de la chaîne et se dire qu'il ne faut plus
faut plus d'emballage plastique, il faut plus de plastique? Alors, il y a plein de solutions possibles. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu, je dirais, une seule parole sur la solution qui était autour de, finalement, il faut mieux recycler. Et il faut le faire. C'est absolument nécessaire. Parce qu'en fait, dans le monde, on recycle que 9% du plastique. En France, on est à 20-25% selon les émetteurs de chiffres. Donc, c'est très faible. Donc, il faut améliorer le recyclage. Il faut mieux trier. Donc, ça fait partie des solutions. Mais c'est nettement insuffisant. C'est-à-dire que là, on est... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la pollution plastique, elle est très corrélée à l'augmentation de la production. Alors pourquoi on a un problème aussi? C'est parce que la production de plastique n'a fait qu'augmenter. Elle a été multipliée par 50. Les lois ne vont pas assez loin dans ce secteur-là. Pourquoi? En fait, les lois, on a des interdictions par exemple sur les sacs plastiques depuis quelques années, sur les microbilles de plastique, mais ce sont des interdictions ponctuelles parce qu'on se rend compte, tout d'un coup, on identifie un problème. On n'a jamais pris le problème de manière globale en se disant finalement, et aujourd'hui on commence à le faire parce qu'on se rend compte de tous les dégâts du plastique, est-ce qu'on n'a pas un problème mondial et national aussi, et européen, de surproduction du plastique? Ça commence à émerger et ça, c'est, je pense, la vraie issue et la vraie question qu'il faut se poser. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on met en place, même si en France, on a une loi assez exigeante sur l'économie circulaire, même si on a une directive européenne, on n'a toujours pas d'objectif de réduction de la production de plastique. Ça n'existe pas. Et là, les projections aujourd'hui, c'est que dans 3 ans, là, on a 400 millions de tonnes produites par an dans le monde. Et si on ne fait rien, si on n'a pas vraiment des décisions sur des objectifs de réduction, comme on en a pour le réchauffement climatique, dans 30 ans, les prédictions, c'est une production multipliée par 3. Donc ce ne sera plus 400 millions, ce sera 1,2 million de tonnes de plastique produites par an, avec une amélioration du recyclage qui ne sera pas à la hauteur, avec du coup une pollution qui va continuer à s'accumuler. Un mot avant de conclure sur les entreprises. Vous trouvez qu'elles font des efforts en ce moment ? Oui, elles font des efforts. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je pense que les efforts et des gouvernements et des entreprises ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et par ailleurs, il y a des entreprises qui ne font pas du tout d'efforts. C'est-à-dire que dans la pétrochimie, quand on développe de plus en plus de sites de production de plastique, on ne fait pas du tout d'efforts par rapport à l'enjeu. On pense juste à son développement, au développement de son business. Point final. Merci beaucoup d'avoir parlé pollution plastique avec nous. Restez avec nous, on va passer à la bonne pratique du jour, Émilie. La bonne pratique du jour, Eva, est celle de Jeunes Reporters pour l'Environnement. Ce concours dévoilé hier les lauréats de son édition 2020, développé dans 34 pays à travers le monde. Ce programme d'éducation aux médias et à l'information encourage les jeunes à devenir acteurs du changement dans l'esprit du journalisme de solution. Dans le cadre de leur reportage, les jeunes de 11 à 25 ans sont invités à donner la parole à des acteurs de terrain et à faire connaître des initiatives locales qui répondent concrètement aux enjeux climatiques, de biodiversité, de consommation et de production responsable ou encore de réduction des inégalités. Et cette année, Émilie, 18 reportages lauréats. Absolument, Eva, le jury dont Ecopo est membre a plébiscité 18 reportages réalisés par des jeunes donc de 11 à 25 ans. Seuls ou en équipe, les jeunes reporters ont réalisé des reportages soit écrits, soit filmés, soit audio, en lien avec un ou plusieurs des objectifs de développement durable, les fameux ODD de l'ONU, à atteindre d'ici 2030. L'association Terragir, qui organise le concours Jeunes Reporters pour l'Environnement, a en effet souhaité cette année que chaque participant identifie les ODD en lien avec son reportage. Par exemple, le reportage coup de cœur d'Ecopo intitulé « Une alternative funéraire écologique, régénérer la terre après la mort » d'Assia Kasmi concerne les ODD 9, 13, 11 et 15, Eva. Merci beaucoup. Émilie, c'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Le débat RSE aujourd'hui s'intéresse aux alternatives du plastique à usage unique. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Acoutz, directeur commercial chez TIPA. Bonjour et merci d'être avec nous. Et toujours Muriel Papin, merci d'être encore avec nous. Je rappelle, vous êtes déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Alors, pour commencer, la France s'est donné l'interdiction du plastique à usage unique en 2040, tandis que la Chine s'est fixé comme objectif de réduire de 30%
l'utilisation du plastique en seulement 5 ans et de bannir nombre de plastiques à usage unique dans les grandes villes en seulement 1 an. Alors, la France est-elle à la traîne sur ce sujet? Pourquoi? On commence avec vous. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire en France. Il y a une situation qui est vraiment difficile pour tous les plastiques à usage unique. La difficulté vient de la fin de vie, de la gestion de la fin de vie de ces plastiques. Beaucoup de ces plastiques ne peuvent pas être recyclés convenablement. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas généralement traitées en fin de vie de façon vertueuse. Donc, il y a une urgence, effectivement, à avancer, à proposer des solutions uniques, à changer de matrice, à sortir de ce modèle unique, de pousser le tout recyclage et d'envisager des solutions innovantes, des solutions additionnelles pour permettre un traitement généralisé de fin de vie de ces emballages et en particulier des solutions d'emballage compostable que TIPA propose. Oui, parce que le plastique à emballage unique, en fait, il ne faut pas qu'il y en ait. C'est le principe de se dire que si c'est à usage unique, ce n'est pas possible. Alors, en fait, c'est en tout cas un des plastiques les plus problématiques. Et en fait, il y a à peu près 40% des plastiques qui sont à usage unique ou à usage très court. C'est beaucoup. Et voilà, ça fait, vu le nombre de plastiques qu'on utilise, ça fait du coup un volume de déchets dans un délai très court qui est en effet problématique. Alors, ce que fait la Chine, ce qui est vraiment intéressant, c'est de donner un signal fort en disant, dans 5 ans, on veut 30% de plastique à usage unique en moins. Après, ce qu'ils mettent en place en termes de solutions, elles ne sont pas forcément différentes des nôtres. Mais en tout cas, il y a ce signal. Et si, avec les solutions qu'ils mettent en place, ils n'y arrivent pas, du coup, ils mettront d'autres choses en place. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, quelles sont les alternatives au plastique, du coup ? Alors, les alternatives au plastique, alors, il y a 2 types d'alternatives. Il y a une alternative qui est une alternative matière, c'est-à-dire que je remplace mon plastique, qu'il soit à usage unique ou pas, par un autre matériau. Donc, après, c'est à étudier en termes d'impact environnemental. Il faut que l'autre solution alternative soit plus intéressante. Et donc, ça peut être des plastiques, des bioplastiques, ça peut être du verre, ça peut être du carton, ça peut être de l'acier. Enfin, voilà. Après, c'est à étudier en termes... Ça peut être des matières qui se mangent aussi pour tout ce qui alors, est consommable. Être, voilà, ouais, aussi, oui, il y a quelques solutions aussi de matière qui se mange. Donc ça, c'est une piste, c'est je change la matière. Et l'autre piste, c'est je repense complètement mon offre et je me dis finalement, est-ce que mon produit, je ne peux pas réduire l'emballage déjà, c'est-à-dire il peut être toujours emballé, mais moins. Et puis, est-ce que je ne repense pas mon offre pour qu'elle soit plus réutilisable? Et donc là, on va vers d'autres solutions et donc on est plus sur de l'éco-innovation et du redesign de l'offre. En parlant de packaging, TIPA, vous êtes spécialisé là-dedans. Quelles sont vos alternatives du coup ? Oui, alors effectivement, nous, on partage vraiment l'avis de Muriel sur le dialogue qu'il est nécessaire d'engager avec les marques pour repenser leur politique packaging. Le premier diagnostic à faire, c'est qu'est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux supprimer. On n'est plus dans l'ère du suremballage où les marques veulent communiquer à outrance, où la surface d'expression, finalement, est synonyme de la puissance de la marque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard citoyen et du consommateur qui change et qu'au contraire, justement, cette surface additionnelle est perçue comme un peu une agression. Ils ont beaucoup de plastique, j'ai un regard différent avec la marque. Donc, qu'est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je peux réutiliser? Effectivement, dans l'usage, on prône beaucoup le réemploi partout où c'est possible, dans des conditions économiques qui le rendent possible. Et une fois qu'on s'est bien posé la question justement de cet usage, il faut se poser la question de la fin de vie. Et donc nous, on prône un modèle différent du modèle du tout recyclage. Le recyclage, en particulier pour les emballages souples qui sont en contact alimentaire, montre qu'il y a une vraie difficulté technique et économique à pouvoir avoir une filière efficace de recyclage de ces matières-là. Nous, on prône une autre approche par une matière qui est compostable. TIPA a développé pendant 5 ans de R&D un film compostable qui garde toutes les bonnes propriétés du plastique. Donc on ne fait aucun compromis sur la fonction première de l'emballage. Protéger le produit, garantir son niveau de fraîcheur, allonger la durée de vie des emballages des produits alimentaires. Mais on s'intéresse et on s'affranchit finalement du problème que pose le plastique. On parle beaucoup de pollution de plastique. Quel est le problème du plastique? C'est justement sa durée de vie et sa capacité à rester dans l'environnement des centaines d'années après son usage. Le compostage apporte une nouvelle réponse dans sa capacité à transformer totalement la matière dans une filière qui lui est dédiée sous 6 mois
ou 12 mois en fonction effectivement du niveau de compostage industriel ou domestique. Et montrer qu'il n'y a pas que le plastique aussi qui protège nos aliments, notamment je sais qu'il y a eu un rebond des aliments consommés protégés par du plastique parce que ça rassure aussi. J'imagine que si on est amené à revivre des crises sanitaires, il y aura cette question-là. Mais il n'y a pas que le plastique qui protège bien, bien sûr, il y a plein d'autres solutions. Nos biens de consommation. Il y a plein d'autres solutions. Je pense qu'il faut le débat actuel a pour mérite de reposer la solution et le rôle. Quel est le rôle central de l'emballage? Voilà. Qu'est-ce que l'emballage? Qu'est-ce que l'emballage? Quand a-t-on besoin d'un emballage? Jusqu'où a-t-on besoin d'un emballage? Il y a beaucoup de solutions, où il y a beaucoup de situations où effectivement on peut penser différemment l'emballage. On arrive quand même à un niveau où l'emballage est indispensable. On parle beaucoup du vrac. Même dans le vrac, effectivement, l'emballage reste indispensable, ne serait-ce que pour apporter les aliments dans les silos. Et donc, c'est un emballage qui ne se voit pas, c'est plus un emballage B2B. Mais nous, TIPA, nous sommes en partenariat avec une marque, avec un acteur leader de l'emballage du vrac au niveau européen. Et nous proposons des emballages vrac compostables qui permettent effectivement d'avoir cette chaîne circulaire qui soit totalement vertueuse. Vous trouvez que les grandes surfaces, la grande distribution fait des efforts dans ce sens? La grande distribution, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils gèrent des masses, ils gèrent du volume. Aujourd'hui, on a des discussions avec un certain nombre d'enseignes de grande distribution. Il n'y a pas encore d'engagement fort vers des solutions compostables totalement adoptées par la grande distribution. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place. La solution également qui est en train de se mettre en place, c'est de pouvoir réellement composter les emballages compostables. Et donc cette filière est en train de se mettre en place sous l'impulsion et donc dans la perspective de la loi de 2023 qui va rendre obligatoire la collecte et le traitement sélectif de tous les biodéchets. Donc on assiste justement à une montée en puissance d'un maillage national de proximité de solutions de compostage industriel des biodéchets dans lesquelles les solutions d'emballage compostable vont pouvoir réellement se mettre en place et vont pouvoir être transformées de façon vertueuse. Donc ça va aider à une appropriation nationale et totale d'un geste simple de traitement de la fin de vie sous forme de compost. Muriel Papin, les solutions, elles sont là, hein, on le voit, hein, on les a, les solutions. Alors les solutions, on en a. Il y a plusieurs types de solutions, mais pour moi, les vraies solutions, c'est vraiment de repenser ce que je vous disais tout à l'heure, de se dire qu'il faut un objectif de réduction de la production plastique mondiale. Et quand on a cet objectif-là, du coup, ça oblige à innover beaucoup plus et à se dire, finalement, on change complètement l'offre, on va vers plus de vrac, on va vers plus de consignes, on va vers plus de réemploi. Peut-être qu'on renonce à un certain confort aussi, c'est-à-dire que si je prends le nomadisme où je prends ma boisson en take-away, je prends ma nourriture à emporter, c'est un mode de vie qui s'est développé où je me fais livrer de la nourriture. La ministre a convoqué il y a peu de temps, toutes les chaînes qui livrent de la nourriture. Tout ça, ça génère énormément de déchets dans des temps très courts. Donc, c'est aussi des choix de société. Si on veut vraiment réduire la pollution plastique, on est obligé de réduire la production de plastique et la production de matériaux. Et de toute façon, on a globalement un problème de déchets et d'usage unique. Et donc, du coup, ça va être aussi des choix de vie, des choix de société qui vont être différents. Et nous, c'est ce qu'on prône à l'association. Et du coup, on se rapproche un peu du zéro déchet, avec un événement, je ne sais pas si du coup j'en parle maintenant, mais on aura un événement en septembre qui s'appelle le No Plastic Challenge. Et pendant 15 jours, on invite en fait les citoyens, les entreprises, les clubs de sport à réfléchir à leur consommation de plastique et à la réduire. Et en fait, on propose des alternatives. Et il y en a plein. C'est des choix aussi de consommation et de société. C'est j'arrête la paille, j'ai toujours un sac. Je suis organisée, j'ai toujours mon sac pliable pour faire mes courses. Éventuellement, si je fais des courses où je remplis mes contenants en vrac, j'ai mes petits sacs en vrac dans mon sac, ou j'ai mes contenants. Donc du coup, c'est vraiment des choix. Alors là, il y a vraiment quelque chose de très simple à faire aussi, c'est de passer largement au niveau de l'hygiène sur le solide. Et je suis contente parce qu'il y a des grandes marques qui s'y mettent. Donc du coup, savon solide, shampoing solide, c'est empaqueté dans du carton, ça dure beaucoup plus longtemps. Vous faites beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du grand public et des entreprises aussi? Alors du grand public, des entreprises, parce qu'on peut réduire aussi le plastique dans les locaux de bureau. Ça finit la bonbonne à eau avec les verres en plastique, la machine à café avec les verres en plastique. Donc il faut que les gens aient des gourdes, des mugs, les touillettes, etc. Il faut aussi que la pause déjeuner soit du coup moins emballée. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et puis du coup aussi, on invite les entreprises à revoir leur chaîne de valeur et puis leur sourcing. Et là, on est en train de faire un benchmark sur toutes les solutions qu'on peut voir qui nous semblent intéressantes pour vraiment finalement disrupter l'offre.
Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un partenaire, hein, SodaStream, donc je le dis en toute sincérité, mais c'est un partenaire depuis plusieurs années. Ils ont été rachetés par Pepsi. Et là, du coup, aujourd'hui, on peut faire son Pepsi chez soi avec de l'eau du robinet. Donc, ça a un double impact, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la bouteille plastique. Alors, certes, il y a quand même, du coup, un emballage pour le parfum. Pepsi, mais voilà. Et ensuite, on fait venir de l'eau du robinet, donc on ne transporte pas de liquide avec l'impact CO2 qui est lié. Donc voilà, je pense qu'il y a des solutions aussi comme ça disruptives qui vont émerger et qu'il faut aider en les finançant. Il faut que les pouvoirs publics les financent l'éco-innovation, pour que du coup, on pense aussi globalement qu'on peut vivre avec moins d'emballage. Il faut que tout le monde aille dans le même sens, les États, les entreprises et nous aussi, les consommateurs, les particuliers. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va passer à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour, c'est celle de l'entreprise Ma Garantie 5 ans. On accueille tout de suite en plateau son cofondateur, Benoît Delporte. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous présenter Ma Garantie 5 ans ? Magarantie5ans.fr, c'est assez simple. On est le premier site qui labellise une offre électroménager durable et réparable et qui offre une garantie 5 ans gratuite. Pourquoi c'est important pour l'électroménager, plus peut-être que pour d'autres biens ? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'obsolescence accélérée des produits. Et de plus en plus de produits tombent en panne de plus en plus rapidement et les gens en ont marre. Et le deuxième phénomène qui est de plus en plus important, c'est que les gens veulent consommer mieux, sauf qu'ils n'ont pas d'informations sur comment identifier un produit durable. Et donc du coup, on a essayé de partir de ce constat et de construire une offre dans ce sens. Alors, quelle est votre offre, justement ? De réparation Alors, notre offre, elle s'inscrit sur 4 grands piliers. C'est s'inscrire dans la verticalité de la durabilité. Et donc, le premier pilier, c'est sélectionner des marques et des produits durables avec un indice de durabilité. Donc, on est la première start-up, le premier site e-commerce à avoir créé un indice de durabilité. On a crunché de la data en interne et on a créé un indice de durabilité. Le deuxième pilier, c'est allonger la durée de vie des produits avec une garantie 5 ans gratuite. Donc un lave-linge que vous achetez chez un revendeur traditionnel, vous allez l'acheter 500 €, vous rajoutez 150 € pour la garantie 5 ans. Nous, on vous le fait un peu moins cher, livraison gratuite et garantie 5 ans gratuite. Donc en plus, c'est intéressant pour le portefeuille. Le troisième pilier, c'est faire durer les produits, parce que notre enjeu, c'est pas seulement de vendre des produits neufs, c'est faire en sorte de faire durer les produits, parce qu'on a un engagement citoyen. Et du coup, l'enjeu, c'est de dire, vous avez un produit que vous avez acheté qui est en panne, eh ben, nous, on va être capable de le réparer. Donc, on a fait un partenariat avec Spareka pour la vente de pièces détachées. Si vous n'êtes pas bricoleur, on a fait un partenariat avec Murphy, et du coup, on fait intervenir un technicien chez vous. Et si vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas bricoleur, on est en train de travailler sur tout ce qui est visioconférence pour faire tout ce qui est réparation à distance. Et notre quatrième pilier, c'est quoi ? C'est faire en sorte que les consommateurs prennent soin de leurs produits, parce que l'engagement de durabilité, c'est aussi que chaque personne prenne soin du produit et le fasse durer le plus longtemps. Quels sont les retours justement des consommateurs, j'imagine? Enfin, je pense qu'on se dit tous, mince, mon frigo, maintenant il dure que 10 ans, alors qu'avant il en durait 20. Je pense qu'il y a un retour assez positif de la part des consommateurs sur ces sujets-là. Il y a un retour super positif, parce que justement, ils se disent que le frigo de leur mère ou de leur grand-mère durait beaucoup plus longtemps, et les gens veulent consommer mieux, ils veulent allonger la durée de vie. On est dans une actualité où les gens veulent faire attention à l'impact écologique, et du coup faire durer les produits le plus longtemps possible. C'est positif pour la planète. Une entreprise créée en 2012. C'est ça. Vous êtes 17 salariés. Quel est le programme pour les mois qui suivent ? Le programme, c'est de nous faire connaître un peu plus au niveau national, pour faire comprendre aux gens qu'on peut consommer mieux et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher pour son porte-monnaie, et travailler aussi certainement sur tout ce qui est reconditionné. Aujourd'hui, on ne fait que des produits neufs, et l'enjeu, c'est de pouvoir aller sur l'axe du reconditionné pour justement travailler sur tout ce qui est économie circulaire. Merci beaucoup, Benoît Delporte, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté Ma Garantie 5 ans. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui, Eva, on vous retrouve très vite pour de nouvelles solutions durables. Merci.